Bienvenue à toutes et à tous dans Les affaires du monde en contexte. Je suis Lena Petrova et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau dans l'émission le docteur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi est universitaire et commentateur politique. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il a participé aux négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran qui ont conduit à la signature du JCPOA en 2015. C'est toujours un plaisir de recevoir le docteur Marandi dans l'émission. Docteur Marandi, bienvenue à nouveau. Je suis très heureuse de vous revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission. Moi aussi. J'attendais cette conversation avec impatience parce que, comme on vient de le dire, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de choses en cours qu'il est impossible, pratiquement impossible, de tout comprendre. J'avais donc vraiment hâte de passer en revue les principaux points avec vous aujourd'hui et que vous nous aidiez à comprendre où en sont les choses. Donald Trump affirme maintenant que les États-Unis ont, je cite, « le contrôle total sur le détroit d'Ormuz ». Commençons par là. Comment Téhéran interprète-t-il cette déclaration et quel contrôle réel Washington exerce-t-il sur le détroit? Les États-Unis n'ont clairement pas le contrôle du détroit. Et le nombre considérable de navires qui y passaient avant qu'il ne lance sa guerre, lui et Netanyahou ont lancé leur guerre contre l'Iran, est bien supérieur à ce que nous voyons aujourd'hui. Du pétrole quitte aussi le golfe Persique, en passant par le détroit d'Ormuz. Et cela dépend du jour. Et de la dureté dont les Iraniens veulent faire preuve envers les propriétaires des pétroliers ou les pays auxquels appartiennent ces pétroliers. Car tout dépend, en réalité, de ces différentes questions. Mais il n'y a pas que le pétrole qui sort du golfe Persique, en quantité moindre. Et bien sûr, il y a aussi la mer Rouge, parce que les forces armées yéménites et Ansarullah ont bloqué le détroit de Bab el-Mandeb pour les navires saoudiens. Mais ce n'est pas tout. Il y a le soufre, l'hydrogène, toutes sortes de produits pétrochimiques, de produits raffinés et de biens fabriqués dans des pays où l'énergie est bon marché, comme l'aluminium. Cela devient aussi un problème sur les marchés mondiaux, la pénurie d'aluminium et d'engrais, qui aura un impact énorme l'année prochaine et l'année suivante. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qui ne font tout simplement que s'aggraver. Mais la seule chose qui compte pour Trump, c'est de voir quel volume de pétrole peut sortir par le détroit d'Ormuz, tout en puisant simultanément dans les réserves stratégiques, afin de manipuler les marchés jusqu'aux élections de mi-mandat. Mais ce n'est pas une solution. Ça ne marchera pas. L'économie mondiale ne peut pas continuer comme ça. On voit déjà les événements au Japon qui sont liés à ceux de notre région. Je veux dire, comme vous le savez bien mieux que moi, les problèmes du Japon s'aggravent depuis de nombreuses années. Mais avec la situation actuelle sur les marchés de l'énergie, le GNL, l'hélium et tous ces autres biens qui sont désormais en pénurie, cela ne fait qu'aggraver les difficultés des Japonais. Et cela aura évidemment un impact sur les marchés obligataires. Et les pays du golfe Persique ne gagnent pas autant d'argent qu'avant. Trump espérait traire ces pays, comme il l'a déjà fait, et comme les États-Unis le font depuis des décennies. Mais aujourd'hui, leurs revenus ont considérablement diminué. Et non seulement ils ne pourront pas envoyer d'argent aux États-Unis pour l'industrie de l'IA, mais ils vont probablement chercher de plus en plus à rapatrier une grande partie de cet argent détenu sur des comptes bancaires américains et en bons du Trésor américain, parce qu'ils en auront besoin chez eux pour faire vivre leur société. Ce sont des sociétés de consommation comme il n'en existe nulle part ailleurs. Elles dépensent énormément d'argent,
Elles dépendent entièrement de leurs richesses pétrolières et gazières. Elles n'ont pas grand-chose d'autre. Et donc non seulement l'argent ne va plus aller vers les États-Unis, mais je pense qu'à présent, ce sera l'inverse, si les États-Unis autorisent cet argent à repartir. Car cela même reste une question ouverte. Mais Trump n'a pas le contrôle. Et même s'il va continuer à employer ce genre de langage, je ne pense pas que qui que ce soit le prenne encore vraiment au sérieux. Cela fait maintenant 5 mois et demi qu'il dit ça. Et jusqu'ici, aucun succès. L'Iran, on l'entend tous les jours le dire, n'a plus d'armée de l'air, plus de marine, plus rien. C'est un pays détruit. Ses dirigeants supplient pour obtenir un accord. Quoi d'autre? Vous savez, le pays s'est effondré. Mais vous savez, cela fait 5 mois et demi qu'il le dit. Les seules personnes qui, à mon avis, continuent de le croire, c'est le culte MAGA. Et même eux, je pense qu'à mesure que les choses deviennent de plus en plus difficiles, ils vont eux aussi être de moins en moins nombreux. Au cours des dernières 24 heures, l'administration Trump a déclaré que des oléoducs régionaux traversant plusieurs États du Conseil de coopération du Golfe avaient été, je cite, massivement modernisés et qu'ils détournaient désormais, selon Trump, entre 5 et 7 millions de barils de pétrole par jour autour du détroit d'Ormuz. Bien sûr, plusieurs projets d'infrastructures énergétiques sont actuellement en construction active. Il y a aussi plusieurs projets impliquant des États comme la Turquie ou l'Irak, ainsi que, bien entendu, les acteurs habituels qui accueillent ces infrastructures. Mais dans quelle mesure ces oléoducs seront-ils efficaces, ou le sont-ils déjà, pour priver l'Iran du levier qu'il détient dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, tout d'abord, les marchés de l'énergie ne sont pas en Europe. Les marchés en croissance sont en Asie. Donc, s'ils veulent transporter du pétrole vers l'Europe, je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour eux à long terme. Ou s'ils veulent l'acheminer vers la mer Rouge. Il y a maintenant les forces armées yéménites à Bab el-Mandeb, qui contrôlent les routes au sud comme au nord. Comme on l'a vu avec leurs frappes de drones et de missiles, elles sont capables de frapper des navires qui se dirigent vers les côtes égyptiennes et le canal de Suez. Donc il n'y a vraiment pas de bonne route pour eux. Ce serait très coûteux et cela prendrait de nombreuses années. Mais le plus important, c'est que si, à l'avenir, ils entrent en guerre contre l'Iran aux côtés des États-Unis, il faudra d'abord des années pour exploiter ces nouvelles voies d'approvisionnement énergétique. En revanche, les champs pétroliers et gaziers, on ne peut pas les déplacer. Ils sont toujours là où ils se trouvent aujourd'hui. Donc, si par exemple l'Arabie saoudite continue de servir de base aérienne aux États-Unis contre le peuple iranien, l'Iran peut tout simplement détruire ses installations pétrolières. Et si cela se produit, il n'y aura plus de pétrole à faire passer dans ces oléoducs, qu'ils soient enterrés ou à l'air libre. Ou même si le pétrole est transporté par camion, ça n'aura plus aucune importance. Ce qui compte pour l'Iran, c'est que le Golfe Persique ne devienne pas une menace pour le pays. Mais si l'Iran veut obtenir des compensations de la part de ces pays, eh bien, même s'il y a des oléoducs et des gazoducs, dont la construction prendra des années, comment vont-ils utiliser ces infrastructures pour exporter des engrais, du soufre ou de l'hélium? Je veux dire, tous ces produits devront bien, d'une manière ou d'une autre, être transportés via le Golfe Persique jusqu'en Europe, puis envoyés vers les marchés mondiaux. Cela n'a pas beaucoup de sens, et je ne pense pas que cela préoccupe les Iraniens le moins du monde. L'essentiel, c'est qu'à l'avenir, le Golfe Persique ne soit plus utilisé comme une base pour attaquer l'Iran. Et deuxièmement, les Iraniens veulent contrôler le détroit d'Ormuz,
pour s'assurer que cela n'arrive pas, mais aussi afin de percevoir des droits auprès de ces pays, surtout ceux qui ont participé à la guerre et contribué à tuer des Iraniens. Donc les Saoudiens, qui ont aidé à tuer tous ces enfants iraniens, les Émiratis, les Bahreïnis, les Koweïtiens, les Qataris, étaient et continuent d'être des complices dans le complot contre le peuple iranien. Ils sont pleinement complices du meurtre de milliers d'Iraniens et de la destruction des infrastructures iraniennes. Ils doivent donc en payer le prix. Ils doivent indemniser le peuple iranien. Ce genre de choses ne préoccupe donc pas vraiment l'Iran. S'ils veulent construire et dépenser quelques centaines de milliards de dollars pour créer de nouveaux pipelines, c'est leur affaire. Docteur Morandi, vous avez récemment publié sur X, et je vais vous citer, vous avez déclaré « L'Iran sait que les forces du régime Trump au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, à Bahreïn et en Jordanie se mobilisent en vue d'une possible guerre éclair aux côtés des forces sionistes contre le peuple iranien. » Et ce message m'a vraiment pris de court. Pouvez-vous développer? Eh bien, ces dernières semaines, les Américains se préparent discrètement à une nouvelle offensive. Maintenant, personne ne sait s'ils vont vraiment attaquer à cause des pénuries dont on parle beaucoup depuis 2 semaines, aussi bien dans les médias alternatifs que dans les médias traditionnels. En fait, la première personne dont je me souviens avoir parlé de ces pénuries, c'était Larry Johnson. Je crois que, il y a déjà plusieurs mois, il avait écrit sur son site Internet que les États-Unis manquaient de munitions, de missiles, et ainsi de suite, ou qu'ils devaient progressivement faire face à des pénuries. Mais aujourd'hui, le sujet est largement discuté. Donc on ne sait pas clairement s'ils vont attaquer, parce que cela pourrait rendre leur situation très difficile au bout d'1 ou 2 semaines. Et les Iraniens ne manquent de rien. Ils produisent un grand nombre de missiles. Les Iraniens et les Russes disposent d'une base industrielle très compétente pour développer les armes dont ils ont besoin. Et contrairement aux États-Unis, qui dépensent des sommes énormes pour des systèmes d'armes très coûteux, mais qui présentent aussi les problèmes que l'on constate, ces pays, l'Iran comme la Russie, ont une industrie militaire bien plus efficace. Donc, s'il y a une guerre avec les États-Unis et que les États-Unis se retrouvent à court de munitions, les Iraniens pourront simplement continuer à frapper, sans que les États-Unis puissent faire grand-chose. On ne sait donc pas encore clairement si les États-Unis vont réellement mener une attaque. Mais la manière dont ils ont déployé leurs forces et les mouvements que les Iraniens observent créent le type de situation dans laquelle les Iraniens estiment qu'une frappe pourrait être imminente. Les forces iraniennes sont donc en alerte maximale à l'heure où nous parlons. Mais il faut attendre de voir. Les forces américaines en Arabie saoudite, la marine américaine, les forces américaines aux Émirats, à Oman, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, ainsi que dans le régime israélien, sont toutes des cibles potentielles pour l'Iran. Les Iraniens sont prêts à la guerre, ils sont pleinement préparés, mais ils ne savent pas quel est le plan américain, ou du moins, à ma connaissance, ils ne le savent pas. Vous avez évoqué les relations entre l'Iran et Oman, ainsi que les évolutions impliquant l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Quel regard portez-vous sur l'alliance de la Mecque, le pacte de sécurité entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite signé la semaine dernière? Que signifie-t-il réellement pour la position régionale de l'Iran et qui bénéficie vraiment de ce nouvel accord? Je ne pense pas que ce soit vraiment si important pour les Iraniens. En fait, je ne pense pas que ce soit important du tout. L'Arabie saoudite
n'a pas cherché d'alliance lorsque les Israéliens ont commencé le génocide à Gaza. Elle n'en a pas cherché lorsque le régime israélien a bombardé le Yémen, ni lorsque les Américains ont mené la guerre contre le Yémen. Elle n'en a pas cherché non plus lorsque les Israéliens ont commencé à avancer en Syrie ou au Liban, ou lorsque les Saoudiens et les États-Unis travaillaient ensemble pour attaquer l'Iran. Donc cette alliance n'a manifestement rien à voir avec Israël. Certains de mes amis disent que les Israéliens ont exprimé des inquiétudes. Les Israéliens expriment des inquiétudes à propos de tout. Mais la véritable raison pour laquelle les Saoudiens ont recherché cette alliance, c'est la situation actuelle. Les Saoudiens ont provoqué le Yémen, et ils ont commis une grave erreur. Le Yémen a l'avantage dans ce conflit. Ils n'auraient pas dû bombarder l'aéroport international yéménite, ni le port. Ils devraient simplement lever le siège, reconnaître le gouvernement du Yémen et mettre fin à tout cela. Mais, dans son arrogance, Mohammed Ben Salman en est tout simplement incapable. Il ressemble un peu à Trump sur ce point. Il ne peut pas ravaler sa fierté et faire ce qui est juste. Et puis, bien sûr, avec les États-Unis, il a bombardé l'Irak, tuant plusieurs Irakiens et Iraniens. Ces Iraniens qui ont été tués étaient là pour la commémoration de l'Arbaïn, une cérémonie religieuse très importante. Ils étaient là pour aider à assurer la sécurité parce que plus de 3 millions d'Iraniens se trouvaient en Irak. Et puis les Saoudiens sont allés dire aux Iraniens que ce n'était pas eux qui avaient commis l'attentat. Donc, le premier jour, quand les Américains et les Saoudiens ont mené les attaques, les Saoudiens parlaient avec beaucoup de fierté. Puis, quand il est devenu évident que cela ne s'était pas bien passé, que cela avait été mal reçu, les Saoudiens ont envoyé un message à l'Iran. Non, non, ce n'est pas nous, ce sont les Américains. Mais, quoi qu'il en soit, ce genre de comportement de la part de l'Arabie saoudite affaiblit le pays et le met en danger. Car si les États-Unis attaquent l'Iran et frappent ses infrastructures critiques, l'Iran a dit ce qu'il ferait aux infrastructures critiques saoudiennes. Et puis le Yémen. Ses capacités en missiles et en drones sont aujourd'hui bien plus importantes qu'avant. L'Arabie saoudite veut donc en gros que les deux autres la rejoignent pour faire face à la situation actuelle. Le Pakistan et la Turquie ont leurs propres priorités. Et je pense que le Pakistan entretient une relation militaire avec l'Arabie saoudite depuis des années, depuis très longtemps. Cela apporte des avantages financiers au pays. Le Pakistan connaît de nombreux problèmes économiques. Il a aussi des problèmes de sécurité. Ses relations avec les talibans sont très mauvaises. Il y a des combats constants à la frontière. Le Pakistan mène des frappes aériennes en Afghanistan. Et puis il y a la question de l'Inde. Le Pakistan a donc son propre agenda, et la Turquie aimerait développer ses exportations militaires vers l'Arabie saoudite. Je pense donc qu'il n'y a pas d'agenda commun. Les trois pays ne sont pas unis. Et comme nous l'avons vu après la signature, le Yémen et l'Arabie saoudite ont continué à se battre. Le Yémen a frappé des cibles à l'intérieur de l'Arabie saoudite, et le Pakistan, comme la Turquie, n'ont rien fait en réponse. Je ne considère donc pas cela comme un problème majeur. Je pense que, concernant l'Iran, ses relations avec le Pakistan sont les mêmes qu'elles l'ont toujours été. Ses relations avec la Turquie sont les mêmes qu'elles l'ont toujours été. Et ses relations avec l'Arabie saoudite sont les mêmes qu'elles l'ont toujours été. Pas grand-chose n'a changé. En ce qui concerne le cadre régional, Téhéran a clairement indiqué que le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas tant que les États-Unis n'auront pas mis fin à la guerre et au blocus, débloqué les avoirs iraniens gelés et accepté un cessez-le-feu à l'échelle de la région, qui inclurait bien sûr le Liban et Gaza. Et tant que ces conditions ne seront pas remplies, le détroit restera, en quelque sorte, fermé. Qu'est-ce qui pourrait précisément amener l'administration Trump à la table des négociations à ce stade? Car
l'Iran et les États-Unis, sous l'administration Trump, ont tenté de négocier à plusieurs reprises. Et il semble qu'à chaque fois, l'administration Trump frappe l'Iran pendant les négociations ou revient ensuite en disant « Ah, finalement, cet accord que j'ai signé, je ne le pensais pas vraiment. » Alors, que doit-il se passer pour qu'il y ait des progrès positifs vers un type d'accord permettant de revenir au protocole d'accord, à ce premier paragraphe du protocole d'accord, et pour que les deux parties aient tout juste assez de confiance pour réellement avancer et s'éloigner de ce précipice sur lequel nous nous trouvons actuellement? Eh bien, les Américains devraient revenir au protocole d'accord et respecter leurs engagements. Et l'Iran, bien sûr, a formulé ses exigences dans le cadre de ce protocole d'accord. Par exemple, je veux dire, ils ont précisé davantage quelles étaient leurs exigences dans ce cadre, maintenant que Trump a détruit l'accord ou l'entente. Par exemple, dans le protocole d'accord, l'Iran a dit que la guerre au Liban devait prendre fin, que le régime israélien devait se retirer, que la souveraineté libanaise devait être pleinement respectée. Mais la guerre devait prendre fin sur tous les fronts. Et plus récemment, les Iraniens ont précisé que les autres fronts, c'était la Palestine, le Yémen et l'Irak. Autrement dit, l'Iran affirme très clairement que la seule façon de parvenir à un accord, c'est que les États-Unis mettent fin aux guerres et que tous les habitants de cette région puissent vivre en paix, pas seulement l'Iran ou les Libanais. Tous les alliés de l'Iran et les pays proches de l'Iran, leurs dirigeants et les peuples qui subissent une agression, tous doivent pouvoir vivre en paix. Mais les Iraniens ne sont pas naïfs. Ils ne pensent pas que Trump va, de son plein gré, aller appliquer le protocole d'accord. En réalité, il y a ce mythe que je vois souvent dans les médias alternatifs, mais aussi dans les médias traditionnels. L'idée que l'Iran aurait été trompé par les États-Unis dans le cadre du protocole d'accord. C'est un peu comme ce qu'on entendait avant la guerre de 12 jours. Avant cette guerre de 12 jours, l'Iran et les États-Unis négociaient l'année dernière. Et puis les États-Unis utilisaient ces négociations comme couverture pour préparer une guerre contre l'Iran. Mais l'Iran savait que les États-Unis étaient sur le point d'attaquer. Ce n'est pas comme si l'Iran avait été trompé et pris au dépourvu. L'Iran a été pris au dépourvu dans le sens où il ne pensait pas qu'il frapperait ses principaux commandants. Il pensait qu'il frapperait des bases et d'autres installations. C'était une erreur de calcul. Mais il savait que la guerre arrivait. Ce n'est pas comme s'ils avaient été dupés par les négociations. Et pour cette guerre, c'est la même chose. Des négociations étaient en cours avant la guerre du Ramadan, qui a eu lieu il y a 5 mois et demi, cette guerre d'agression. Mais les Iraniens savaient que la guerre était sur le point d'éclater. Ce n'est pas comme si les Iraniens étaient naïfs. Mais à chaque fois, ils ont négocié parce qu'ils voulaient que le Sud global, la majorité mondiale, leurs alliés, leurs amis, leurs voisins, l'opinion publique mondiale, voient que l'Iran négociait. Et ils voulaient aussi que le peuple iranien voie qu'ils essayaient. Parce que si l'Iran n'avait pas négocié et que les Américains avaient attaqué, ils auraient dit, eh bien, si seulement les Iraniens s'étaient assis pour discuter, nous aurions pu régler ça. Et cela aurait eu un impact sur l'opinion publique mondiale, surtout parce que les médias occidentaux sont contrôlés par les élites en Occident. Ils sont contrôlés par la classe Epstein, que ce soit CNN, The Guardian, Breitbart, Fox News ou la BBC, tous ces médias finiront par rejeter la faute sur l'Iran. Peu importe qui est à la Maison-Blanche et ce que fait le président. Peu importe que ce soit Netanyahou, Obama ou Trump. Ils vont quand même continuer à accuser l'Iran. L'Iran doit donc se comporter ou agir de manière à ce que les pays du Sud global voient que l'Iran est l'acteur responsable et que sa propre population voit que les Iraniens ont essayé d'empêcher la guerre dans un cadre acceptable pour les Iraniens.
Autrement dit, en préservant la souveraineté de l'Iran, son honneur, sa dignité, et ainsi de suite. Donc, lorsque les États-Unis ont perdu la guerre après 40 jours et qu'ils ont constaté le cessez-le-feu, la délégation iranienne et la délégation américaine se sont rendues au Pakistan. Là encore, les États-Unis se sont abstenus d'appliquer l'accord. Je suis sûr que vous vous souvenez qu'il devait y avoir un accord pour un cessez-le-feu au Liban. Je veux dire, le cessez-le-feu au Liban faisait partie de l'accord. Et ensuite, Netanyahou, pour faire échouer ce cessez-le-feu, a bombardé massivement le Liban et tué des centaines de personnes dans tout le pays. Même dans des quartiers opposés à la résistance, des quartiers traditionnellement favorables aux États-Unis, où, vous savez, des ONG occidentales étaient actives. Ils ont bombardé partout. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire échouer le cessez-le-feu. Et Trump, au lieu de critiquer Netanyahou ou de le contraindre à respecter le cessez-le-feu, s'est rangé de son côté et a fait échouer le cessez-le-feu. Et ensuite, il y a eu la guerre de siège. Mais au final, Trump a signé le protocole d'accord après l'échec du siège, alors que celui-ci ravageait l'économie mondiale. Mais encore une fois, il a immédiatement sapé ce protocole d'accord. Il n'a jamais restitué les avoirs iraniens volés. Il a aussi refusé de contraindre le régime israélien à quitter le Liban, et ainsi de suite. Puis il a créé son propre corridor dans le Golfe Persique, en violation de l'article 5. Ensuite, les deux camps sont retournés à la guerre. Enfin, les États-Unis ont recommencé la guerre, une autre violation. Les Iraniens savent donc que Trump n'a aucune intention, ou plutôt qu'il n'a pas la capacité, d'appliquer un accord. Il a lui-même signé le protocole d'accord, mais sa signature ne vaut rien. Donc pour les Iraniens, la seule chose qui compte, ce sont les actes sur le terrain. Et les Iraniens vont être fermes. Quant aux actes sur le terrain, bien sûr, il est clair ce que les Iraniens exigent. Exactement les mêmes choses que celles prévues dans le protocole d'accord, plus l'interprétation iranienne, disons, de ce protocole. Donc, quand il est dit que tous les fronts, tous les autres fronts doivent connaître la paix, les Iraniens ont désormais précisé la Palestine, pas même seulement Gaza. Ils ont dit la Palestine, le Yémen, l'Irak. Donc, si le détroit d'Ormuz doit revenir à la normale, les Américains doivent respecter ces engagements auxquels Trump a souscrit. L'une de ses nouvelles exigences est que l'Iran rembourse les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Et bien sûr, c'est une exigence très inhabituelle parce que, comme nous le savons tous et nous nous en souvenons très bien, ce sont les États-Unis qui ont attaqué l'Iran. Ce n'est pas l'inverse. Alors, selon vous, que cherche réellement Donald Trump? Que veut-il vraiment obtenir de l'Iran à ce stade? Est-il incapable, en quelque sorte, d'accepter sa défaite? Ou bien a-t-il d'autres motivations qui expliquent ces exigences et ces déclarations que nous avons entendues de sa part ces derniers jours? Eh bien, j'imagine qu'il pense obtenir un moyen de pression et que s'il dit cela, les Iraniens renonceront à exiger des compensations. Ça ne marchera pas. Les Iraniens sont tout à fait prêts à accepter les épreuves et les difficultés de cette guerre, parce que c'est une guerre qui a été imposée au pays. Et bien sûr, c'est une guerre de survie. On a vu Trump, tant de fois, parler d'exterminer le peuple iranien, d'anéantir une civilisation. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Quand Trump parle d'exterminer le peuple iranien, tout comme le régime israélien exterminant les Palestiniens à Gaza, on ne voit aucune protestation dans les grands médias occidentaux. On ne voit pas de députés dans les parlements européens condamner Trump, signer des pétitions ou publier des déclarations de condamnation. Non, tout va bien. Ce n'est pas un problème. Quand il s'agit de l'Iran, on peut menacer le pays, vous savez, du plus grand,
du plus horrible holocauste de l'histoire de l'humanité. Et, vous savez, ça ne pose aucun problème. L'Iran sait donc qu'il s'agit d'une guerre de survie, et que l'Occident collectif, l'ensemble de l'Occident, c'est-à-dire les élites occidentales, les régimes occidentaux, ne s'opposera à aucun crime de guerre, ni crime contre l'humanité commis par Trump ou Netanyahou, ou commis par l'intermédiaire de leurs alliés régionaux, ou avec l'aide de leurs alliés régionaux. Donc l'Iran devra se battre. Et il devra se battre jusqu'à ce que l'ennemi regrette cette guerre d'agression et finisse par chercher une porte de sortie. Ensuite, que ce soit en appliquant formellement le protocole d'accord ou simplement en s'en retirant, peu importe. Ce qui est important pour l'Iran, ce sont les actes. Et bien sûr, ces actes doivent inclure tout ce qui figure dans le protocole d'accord. Donc, ce que Trump dit ici n'a pas vraiment d'importance. Personne ne le prend au sérieux. Ce qu'il dit n'est pas discuté parmi les élites en Iran, parce que tout le monde sait qu'il dira quelque chose de différent 2 heures plus tard. Vous vous réveillez le matin et il dit « Je vais tuer tous les Iraniens. Je vais tous les massacrer. » Puis, le lendemain, il parle des négociateurs iraniens comme de gens intelligents. Rien de ce qu'il dit n'a beaucoup de sens. Et rien de ce qu'il dit ne peut être considéré comme restant la politique américaine pendant 6 ou 7 heures, encore moins 1 ou 2 jours. Et encore une fois, ce qui compte pour les Iraniens, c'est ce qu'ils voient sur le terrain. Dr Marandi, vous avez souligné quelque chose de très très important. Je pense que c'est l'un des facteurs essentiels à garder à l'esprit et je ne vois pas vraiment abordé ailleurs. Vous avez évoqué cette déshumanisation systématique des adversaires par les États-Unis et par les acteurs occidentaux, au point qu'ils disent « Oh, vous savez, exterminer des Iraniens, ça semble simplement faire partie de la rhétorique normale. » Et personne ne semble dire « Attendez une minute, quoi. Comment est-ce possible ?» Et bien sûr, cela a été dit à maintes reprises par le régime sioniste au sujet des Palestiniens. Plus récemment, nous avons entendu un journaliste allemand poser une question au président serbe Vučić lors de sa conférence de presse, en quelque sorte, avec Vladimir Zelensky. Et le journaliste allemand a dit en interrogeant Zelensky « Que pouvons-nous faire pour vous aider à tuer davantage de Russes ?» Et tout le monde est resté là, comme si c'était une chose normale à dire, comme si c'était même une question normale à poser. On assiste donc à une déshumanisation complète et totale de, entre guillemets, c'est clairement quelque chose de très très systémique. Et cela cherche à normaliser cette rhétorique, à créer réellement ce nouveau monde où cela devient une nouvelle norme. Bien sûr, ça ne devrait pas l'être, mais on le voit à propos de l'Iran, on le voit à propos de la Russie, et c'est devenu l'un des principaux outils de propagande des élites occidentales. Pourquoi la majorité mondiale, pourquoi l'opinion publique mondiale ne réagit-elle pas à ces déclarations? Eh bien, je pense, vous savez, que vous avez tout à fait raison. Et ce journaliste, d'ailleurs, après que beaucoup de gens se sont indignés, a carrément persisté en disant que ce qu'il avait dit était très bien. Et cela montre à quel point les journalistes occidentaux ressemblent de plus en plus aux journalistes israéliens, tout comme les gouvernements occidentaux ressemblent de plus en plus au régime israélien. Le génocide, ce n'est pas grave. Les journalistes reprennent essentiellement la rhétorique de l'État. Comment peut-on tuer davantage de ces gens, comme si ce journaliste était un officier des forces armées? Et puis, une fois que les gens sont en colère, il exprime. À ma connaissance, il n'a pas été puni. Mais vous savez, je pense que dans l'ensemble du Sud global, il y a encore beaucoup de... Les pays restent intimidés par les États-Unis. Cela reste l'Empire. Même si, aux yeux de nombreux experts, l'Empire est en train de s'effondrer.
Mais nous devons atteindre ce point de bascule où les gens commenceront à s'éloigner et à ignorer l'empereur. Nous en sommes au point où l'empereur est nu, mais les gens restent silencieux. Ils font encore semblant que l'empereur est habillé. Mais il y aura un point de bascule où un petit enfant dira il est nu, et alors les gens commenceront à murmurer. Je pense que nous y arrivons clairement. Men embrouillades traileront la timidité. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Aujourd'hui, le peuple vénézuélien est pris en otage. Et personne ne va rien dire à ce sujet. Personne ne va s'en plaindre. En Occident, bien sûr, personne ne s'en plaint. Mais je pense qu'au bout du compte, cela nuit aux États-Unis et à l'Occident plus que jamais. Plus que jamais. Parce que ce langage eurocentré, ce comportement exceptionnaliste, vous savez, avec tout l'orientalisme et le racisme que cela implique, est utilisé contre des nations indépendantes et puissantes. Aujourd'hui, l'Iran et la Russie sont deux pays très puissants qui ont tenu tête à l'OTAN et aux États-Unis. Et l'OTAN et les États-Unis ont échoué. Et maintenant, en même temps, ils se battent contre ces deux pays. Et cela met encore davantage l'OTAN et les États-Unis en difficulté. Parce que s'ils s'étaient concentrés uniquement sur la Russie ou uniquement sur l'Iran, ils auraient peut-être pu avoir davantage de succès. Mais aujourd'hui, ils diabolisent simultanément l'Iran, la Russie et la Chine. Et cela rapproche ces pays les uns des autres. Cela rend aussi leur population plus déterminée. Quand les Russes voient le genre de discours tenu à leur sujet, quand les Iraniens voient comment Trump parle d'exterminer le peuple iranien, et que personne dans les médias occidentaux, aucun député européen et encore moins les gouvernements, ne dit quoi que ce soit à ce sujet, cela ne fait que rendre ces Iraniens plus déterminés à se dresser contre les États-Unis. Donc, au XIXe siècle, au XXe siècle, les dirigeants occidentaux employaient toujours ce genre de langage. Je veux dire, Winston Churchill était profondément raciste, et le langage qu'il utilisait au sujet des Indiens et d'autres peuples était très raciste. Mais à l'époque, ils avaient bien davantage de pouvoir. Et bien sûr, nous n'avions pas les possibilités offertes par les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Donc, dès que quelqu'un insulte le peuple iranien, ou le peuple russe, ou le peuple chinois, l'information se propage immédiatement aujourd'hui. Et aujourd'hui, cet empire qui est au pouvoir, plus ou moins depuis quelques décennies, cet empire est en déclin rapide. Donc ce genre de langage nuit profondément aux intérêts de l'empire. Mais ils n'apprennent pas, parce qu'ils sont habitués à ce genre de langage. Ils vivent dans leur bulle. Ils se voient comme supérieurs. Je veux dire, regardons simplement le cas d'Israël. Le régime israélien mène un génocide. Cela fait 3 ans qu'il le fait, et le monde s'est retourné contre lui. Le peuple américain, le pays le plus important pour le régime israélien, le peuple américain s'est retourné contre lui, et cela empire de jour en jour. Mais malgré tout, dans la bulle de Washington, quand on entend le langage employé par les sénateurs, les membres du Congrès, les experts des think tanks et les élites aux États-Unis, on croirait que tout continue comme d'habitude. On croirait être en 2023, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'ils se font du tort à eux-mêmes par ce langage raciste, ce langage ignoble employé par des journalistes, par les élites, par les universitaires, souvent des universitaires proches du pouvoir. Cela leur nuit. Par le passé, peut-être que cela ne leur aurait pas nui, parce que l'Occident était, relativement parlant, plus fort, et que l'information ne faisait pas immédiatement le tour du monde pour être entendue aussi facilement par autant de gens. Rien de tout cela n'est une bonne nouvelle. À mesure que la guerre s'intensifie pour l'Occident, pour l'Empire, et que la guerre en Ukraine s'intensifie, nous arrivons, je pense, à un point de bascule. Je pense que les Russes vont accentuer la pression de plus en plus
au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Les Iraniens vont le remarquer. Je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai pas accès à ce genre d'informations, mais je ne suis pas vraiment certain que les Iraniens et les Russes ne coopèrent pas sur la manière dont ils mènent leurs opérations militaires. Enfin, je suis sûr, je sais que les deux camps s'entraident. Les Iraniens, bien sûr, aident les Russes avec la technologie des drones. Ils les ont soutenus dans la guerre à cause de l'élargissement de l'OTAN, notamment en Ukraine. Car en même temps, l'Ukraine devait adhérer à l'OTAN, et la Géorgie aussi. Cela aurait été très dangereux. Et puis il y a aussi, vous savez, Bakou, et bien sûr l'Arménie. Donc l'Iran, vous savez, la Turquie est elle-même un gros problème, parce qu'elle est membre de l'OTAN. Et elle obéit. Vous savez, Erdogan est très loyal envers Trump, comme Trump l'a dit à plus d'une occasion. Donc la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, est déjà un problème suffisamment important pour notre région. Et si, disons, la Géorgie et d'autres pays y adhéraient, ce serait bien pire. Donc, dès le début, après le coup d'État en Ukraine, puis progressivement, quand la guerre a commencé, quand la guerre par procuration en Ukraine a commencé, les Iraniens se sont de plus en plus tournés vers la Russie et ont soutenu la Russie. Et bien sûr, la Russie coopère avec l'Iran et le soutient aussi. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un certain degré de coopération dans la gestion des champs de bataille. Car plus l'Occident est contraint d'utiliser ses missiles de défense aérienne sur plusieurs fronts, mieux c'est pour l'Iran et la Russie. Plus ils doivent dépenser ou employer leurs ressources sur différents champs de bataille, mieux c'est pour l'Iran et la Russie. Donc je pense que ce type de discours, ce type de comportement aujourd'hui, ne fera qu'aggraver les choses pour eux-mêmes. Surtout à un moment où les États-Unis ne s'en sortent pas bien et où l'OTAN ne s'en sort bien sur aucun de ses fronts. Cela révèle assurément la vraie nature de ces dirigeants. Je pense donc qu'une telle rhétorique est clairement préjudiciable parce que, sur le long terme, elle rendra leurs intentions parfaitement évidentes. Et ce genre de théorie du complot finira probablement par se révéler exact au sujet de leurs véritables intentions et du vernis très souvent utilisé pour intervenir dans des pays étrangers, comme la promotion de la démocratie ou l'intervention humanitaire. Tout cela s'effondre désormais, la vérité ou le vrai visage se révèle, et je pense que c'est absolument intéressant. Et c'est tragique à voir, mais cela sert aussi en quelque sorte à montrer le vrai visage de ces dirigeants. Docteur Morandi, j'aimerais vous interroger rapidement sur le facteur nucléaire. Récemment, l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a révélé que des agents du renseignement israélien s'étaient rendus à plusieurs reprises dans l'installation nucléaire souterraine de Fordow, en Iran, a-t-il déclaré, et ils auraient réussi à acquérir une connaissance détaillée du site. Or, l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a évidemment pas l'autorité d'autoriser des acteurs étrangers à accompagner ses inspecteurs lors de ces visites. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il veut dire? Comment interprétez-vous cette déclaration? C'est de la propagande. Ils n'y ont jamais eu aucun accès. Les seules informations qu'ils avaient passaient par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique est contrôlée par l'Occident. Et le directeur de cette agence est toujours contrôlé par l'Occident. Si vous regardez les documents de Wikileaks, vous verrez que par le passé, ceux qui voulaient devenir directeurs de l'agence disaient très clairement aux Américains « Vous nous choisissez, vous me choisissez comme directeur de l'organisation et je soutiendrai toutes vos politiques essentielles concernant l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. » C'est dans les documents de Wikileaks. C'est très clair. Et bien sûr, depuis sa création, l'organisation est dominée par l'Occident. Le Conseil des gouverneurs est contrôlé par l'Occident.
Ils y ont la majorité. Si vous incluez l'Argentine, la Corée et le Japon, ils ont toujours la majorité. Ce n'est pas une instance démocratique où l'opinion publique mondiale et l'ensemble du globe sont représentés à parts égales. Elle est contrôlée par l'Occident, dominée par l'Occident. Et donc, les inspecteurs sont choisis par l'Occident. Tout ce que l'Iran pouvait faire, c'était limiter ou empêcher certains inspecteurs d'entrer dans le pays, des inspecteurs plus étroitement affiliés aux gouvernements occidentaux. Mais évidemment, ils pouvaient recueillir certains renseignements. Cela ne veut pas dire que le Mossad avait une présence sur le terrain. Ce qu'il faisait, c'est que des gens comme Grossi envoyaient des personnes. Et s'ils pouvaient obtenir des informations, ils les transmettaient au régime israélien ou à d'autres. Tous les inspecteurs ne sont pas des espions. Certains viennent de pays qui ne sont pas loyaux envers l'Occident ou qui ne sont pas affiliés à l'OTAN ni aux pays occidentaux. Mais certains le sont. Quoi qu'il en soit, ils ont pu obtenir un certain nombre de renseignements. Mais ce n'est pas comme si le régime israélien avait des agents sur le terrain. Cela fait partie de cette mystification du régime israélien, un peu comme le dôme de fer, présenté comme une sorte de capacité de défense aérienne invincible. Puis les Iraniens et le Hezbollah ont montré qu'en réalité, le dôme de fer ne vaut pas grand-chose. Donc cette mythification des Israéliens, dont on entend parler depuis des décennies, à propos de leur armée, de leur force aérienne, de leur manière de bombarder des enfants à Gaza, pas besoin d'être un grand pilote pour faire ça. Ils rasent des immeubles d'habitation au Liban, puis les médias occidentaux disent qu'il s'agit de bastions du Hezbollah, afin de justifier le massacre de familles innocentes. Mais il ne faut pas être un pilote brillant pour larguer des bombes sur des immeubles, sur la tête des familles, et les écraser sous les décombres. Et bien sûr, les soldats israéliens ne se sont pas bien débrouillés du tout face au Hezbollah dans le sud du Liban ces derniers mois, comme on l'a vu. Alors, cette mythification du régime israélien avec laquelle j'ai grandi, elle s'est effondrée, tout comme le mythe des droits humains occidentaux. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la liberté, les droits humains, le masque est tombé. Je veux dire, après ce qu'on a vu à Gaza, après ce qu'on a vu au Liban. Aujourd'hui, nous voyons que l'Iran est le seul pays, avec ses alliés, à s'opposer au génocide et à l'extermination du peuple palestinien. Et tous les autres sont soit silencieux, soit complices. Et l'Occident, bien sûr, est derrière tout ça. Donc plus personne ne croit au discours sur les droits de l'homme. Cette façade s'est effondrée. Cette façade autour du renseignement israélien, je veux dire, d'après ce que nous entendons de sources occidentales, ce sont les Israéliens qui ont convaincu Trump d'entrer en guerre contre l'Iran, en lui disant que l'Iran était un château de cartes et qu'il s'effondrerait. Si le renseignement israélien était si bon, alors la guerre ne se serait pas terminée aussi mal pour le régime israélien, qu'il s'agisse de la guerre de 12 jours ou de cette guerre-ci. Je pense qu'on entend de plus en plus d'experts et de commentateurs dans les médias traditionnels, comme bien sûr dans les médias indépendants, dire que le temps joue contre Washington, sur le plan économique comme sur le plan politique. Économiquement, l'économie américaine ralentit, les prix augmentent, l'inflation repart à la hausse, et bien sûr, le coût de l'énergie se fait sentir dans tout le pays. Politiquement, Trump est extrêmement impopulaire. Ses sondages sont extrêmement bas et il doit faire face à des élections de mi-mandat qui, au vu des plus récentes, ne vont clairement pas très bien se passer pour lui, ni tourner en sa faveur. Mais il semble toujours croire que les États-Unis peuvent exercer une pression économique prolongée sur l'Iran et d'une manière ou d'une autre, l'emporter. Alors, l'administration Trump pourra-t-elle infliger des dommages économiques importants à l'Iran
en refusant de négocier, et c'est en refusant de réellement respecter le protocole d'accord que Trump lui-même a signé. Il peut certainement infliger des dégâts à l'économie. Il l'a déjà fait. Vous savez, quand on impose un siège, quand on impose des sanctions. Enfin, ils font ça depuis des décennies. Les sanctions de pression maximale contre l'Iran, imposées par l'Occident, visaient à faire s'effondrer la société iranienne. L'Occident a toujours cherché à écraser les Iraniens ordinaires, pour qu'ils se soulèvent contre l'État. Mais nous avons vu les funérailles de l'ayatollah martyr Khamenei à Téhéran et à Qom, dans les villes saintes de Qom et de Mashhad, ainsi qu'en Irak. Des dizaines de millions d'Iraniens y ont participé, ainsi que des millions d'Irakiens. Pour la première fois, les médias occidentaux n'ont pas pu minimiser l'importance de ces cérémonies. Ils ont dû reconnaître que tant de millions de personnes y avaient participé. En pleine chaleur, au plus fort de l'été, en temps de guerre, alors que la situation économique était si difficile pour les gens. Il peut donc faire du mal à l'économie, mais le peuple iranien tient bon. Mais il fait aussi du mal à sa propre économie et à l'économie mondiale. Il sape la crédibilité des États-Unis. Il sape aussi l'aura de la puissance américaine, en échouant sur le champ de bataille et par cette guerre de siège. Et bien sûr, le peu qui pouvait rester de l'image des États-Unis après ce que nous avons vu à Gaza, s'il en restait quoi que ce soit, a été anéanti lui aussi. Le massacre de 168 petites filles à Minab, dans leur école primaire, lors d'une frappe à triple impact, était intentionnel. Aucun Iranien ne croit que c'était un accident. C'était le premier jour de la guerre, et le premier jour de toute opération majeure. La première vague de cibles est très soigneusement dismorte. Ils font l'objet de vérifications pendant des mois. Mais beaucoup de ces écoliers étaient les enfants d'officiers. Et les Iraniens pensaient que les Américains voulaient leur donner une leçon. En fait, ce même jour, les Américains ont bombardé un complexe sportif où un grand nombre de jeunes filles, d'adolescentes, jouaient au volleyball. Et ils les ont également exterminées avec un missile expérimental à Lomer, la ville de Lomert. Et bien sûr, ils ont frappé des hôpitaux. Lors de cette dernière vague, ils ont frappé un autre hôpital, l'hôpital pour enfants de la ville d'Avaz. Donc le peu qui restait de l'image des États-Unis après Gaza a été totalement détruit par ce qui s'est passé contre l'Iran. Donc l'Empire américain, vous savez, est le grand perdant dans tout cela. Et les Iraniens resteront fermes. Mais la douleur est bien réelle. Et tant que la guerre continuera, la douleur continuera d'exister. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les forces armées iraniennes sont devenues de plus en plus efficaces. Et au cours des 40 jours de combat, elles se sont battues bien plus efficacement que même pendant la guerre de 12 jours. Pourtant, dans cette guerre de 40 jours, ce sont les Américains qui engageaient toutes leurs forces, bien supérieures à tout ce dont dispose le régime israélien. Puis, après que le protocole d'accord a été de fait sapé par Trump et qu'il a relancé la guerre, les Iraniens se sont montrés très efficaces durant cette dernière phase. Leurs missiles et leurs drones frappaient des installations américaines clés avec une précision extraordinaire. Donc, à mesure que le temps passe, les Iraniens deviennent plus efficaces sur le champ de bataille, même si l'économie souffre. Mais ils ont le soutien du peuple iranien. Et je ne doute pas que les Iraniens survivront politiquement à Trump et à Netanyahou. Professeur Morandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Et comme toujours, j'espère vous retrouver très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et votre excellent public.